Bien, donc on va effectivement réussir à reprendre avec 5 minutes de retard sur l'horaire prévu, c'est pas mal quand même, hein. Donc cet après-midi, ce temps de conférence de Bernard Pechberti, qui se terminera à 15h15, c'est-à-dire que la conférence en elle-même dure jusqu'à à peu près 15h, et puis ensuite on a un temps comme ce matin, d'échanges, questions, etc. Et à 15h15, on aura le dernier temps de la journée qui sera un petit temps de clôture. Hein, vous savez, traditionnellement, c'est bilan et perspective à la fin de la journée. Donc on jouera ce petit jeu-là aussi. Pour l'instant, alors d'abord, c'est un plaisir pour moi de présenter, même un peu trop brièvement, Bernard Pechberti, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les questions du lien entre la dimension de la formation et celle du soin. Alors, d'un point de vue personnel, moi, ça me parle bien, ça, parce que ça me renvoie à des expériences, pour le coup, professionnelles, du temps d'un travail en centre médico-psychopédagogique, ou en tant que rééducateur en RASED, maître G, comme ça a été dit tout à l'heure. Et puis aussi parce que du temps de mon travail de thèse, il m'est arrivé de m'appuyer sur certains de ces travaux, et notamment des recherches où il insistait, je le cite, sur le fait que nous travaillons avec des bribes de l'histoire psychique simultanément personnelles, scolaires et professionnelles des participants. Et je crois que ça va être très au cœur de ton intervention aujourd'hui. Donc Bernard Pechberti est aujourd'hui professeur émérite en sciences de l'éducation, membre de l'unité de recherche éducation, discours, apprentissage à l'Université Paris-Descartes, avec un parcours qui l'a conduit du champ de la psychologie vers celui des sciences de l'éducation, ce qui mérite d'être signalé, je crois. C'est donc un enseignant-chercheur, un auteur et un participant actif au réseau Cliopsy qui a déjà été mentionné ce matin, que ce soit à travers la vie de l'association, la participation à la revue ou au congrès que nous organisons régulièrement, on va dire. Les thèmes de recherche de ces travaux portent principalement sur les liens justement entre formation et soins psychiques, tout en s'attachant peut-être plus particulièrement aux professionnels de l'éducation et du soin lorsqu'ils sont confrontés au handicap psychique. Alors vous trouverez l'essentiel de ces publications sur la bibliographie qui a été distribuée, qui sera distribuée aujourd'hui. Je veux juste quand même signaler les dernières publications, notamment Existe-t-il une éducation suffisamment bonne, un ouvrage qu'il a co-dirigé avec Philippe Chausscourt et Florian Houssier, et puis les 2 articles publiés en 2017 dans la revue Cliopsy et dans la revue de psychothérapie psychanalytique de groupe. Le premier qui portait sur les apports de Sandor Ferenczi sur la question du contre-transfert, et le second sur la pluridisciplinarité dans un groupe d'analyse de pratiques professionnelles. Bon, peut-être qu'on pourra l'évoquer, ça viendra dans les discussions. Et à propos de l'analyse des pratiques professionnelles, Bernard Pechberti est quelqu'un qui a une solide expérience en la matière, d'animation de dispositifs cliniques, d'analyse ou de supervision des pratiques professionnelles, dans différents lieux, que ce soit à l'Université Paris-Nanterre dans le master clinique de la formation, dans un cadre associatif, à destination d'équipes d'enseignants ou du secteur ou de personnel du secteur médico-social, ou encore dans le cadre de la formation cadre de santé master sciences de l'éducation portée par l'IFCS de Villévrard et notre équipe clinique à l'Université Paris 8. Et puis, avant de lui laisser la parole, je signalerai aussi que Bernard Pechberti est toujours psychologue, même s'il est devenu psychanalyste, et qu'il est membre de la société psychanalytique la société de psychothérapie psychanalytique de groupe, la SFPPG, Société française de psychothérapie psychanalytique de groupe. Voilà, et donc après cette petite présentation, je te laisse la parole jusqu'à peu près 15 heures, et puis ensuite on aura un petit temps d'échange. Merci Patrick. Donc voilà, merci de votre bienvenue. Et donc je voulais déjà remercier Arnaud Dubois et Patrick Geffard de m'avoir proposé d'intervenir sur un thème assez précis, donc il demanderait beaucoup de temps, mais on va essayer de faire court, sur la question de l'accompagnement, sur laquelle j'ai un peu travaillé et écrit, entre le formatif et le soin, soin au sens psychique. Donc voilà, déjà je remercie ces collègues, c'est toujours stimulant d'être invité dans le cadre d'un réseau, le réseau Cliopsy, dont Claudine Blanchard-Laville parlait ce matin, et donc voilà, ça permet d'échanger, de travailler, de reprendre des choses et d'essayer d'en renouveler aussi. Alors, la question donc de l'accompagnement. Donc,
qu'est-ce qu'on accompagne finalement des personnes, des groupes, des institutions. Alors, la commande, effectivement, c'est y aurait-il une phase formative et une phase thérapeutique? Bon. Alors, pour faire très vite, c'est vrai que dans ma thèse en psychologie, j'avais déjà rencontré cette question au niveau de travail de thérapeute d'enfants, où il m'a semblé que, effectivement, le rapport aux parents qui voyaient que leur éducation ne marchait pas, pour faire vite, parce qu'elle se heurtait aux symptômes de l'enfant, que les orthophonistes ou les psychomotes ou les psychologues cliniciens, dont je faisais partie, avaient affaire avec cette résistance par rapport aux ambitions tout à fait normales, éducatives parentales. Voilà, donc la question du soin se heurtait déjà à quelque chose de la non-transmission éducative, hein, pour faire très vite. Donc c'est vrai que cette question m'intéressait beaucoup, ayant été prof, par ailleurs professeur au départ, voilà, sans doute pas neutre. Et de fait, depuis mon dernier travail en sciences de l'éducation, dans le réseau clinique, hein, je suis très content d'avoir une place parce que c'est difficile d'être seul à l'université. Bon, j'essayais, finalement je me suis aperçu que je continuais à penser ces liens, mais cette fois à partir de l'éducatif, du formatif, hein, et d'essayer non pas de faire les choses à l'envers, mais d'essayer de penser à partir de concepts cliniques plus ou moins stabilisés, auxquels Claudine ce matin a fait écho, hein, qu'elle a beaucoup développé. Alors, ces concepts, par exemple, le soi professionnel, hein, le soi global avec une partie professionnelle qui est investie psychiquement. Évidemment, vous avez compris que ma position est du côté de l'orientation psychanalytique également. Donc, à partir de ces concepts, rapport au savoir, soit professionnel ou personnalité professionnelle, c'est un concept que j'aime bien aussi, je me suis dit, est-ce que dans les groupes cliniques, c'est surtout les exemples que je prendrai, les groupes cliniques d'analyse de pratique, où la médiation c'est quand même la parole, c'est pas l'écriture, alors que mes collègues travaillent sur cette question depuis un petit moment, voilà, qu'en est-il de l'accompagnement? Et alors, l'accompagnement, j'y viens tout de suite, c'est une notion, à mon sens, parfaitement imprécise, très floue, et employée avec différents sens. En même temps, ce flou permet peut-être de dialectiser, de mettre en tension, entre autres, un aspect de formation du côté des contenus, du côté de soi. Hein, former, c'est apprendre et apprendre soi. Soin, bon, c'est du côté... Ouais, ça va, vous m'entendez? Du côté du soin psychique. Donc l'accompagnement, alors il y a des travaux là-dessus, hein, par exemple celui de Maëla Paul, que vous trouvez dans la revue Savoir. Elle indique comment, depuis les années 80, elle date de ce côté-là, la notion d'accompagnement a été très mise en avant peu à peu dans différents secteurs. Les différents secteurs qu'elle nomme sont le travail social, qui va nous intéresser, le soin des maladies, on accompagne un malade, hein, pour la guérison ou malheureusement pour la mort, en tout cas pour sa vulnérabilité, et puis la formation également, avec la question des apprentissages, l'accompagnement à des savoirs que la personne ne pourrait pas s'approprier d'elle-même. Alors ça m'a bien intéressé, parce que je n'avais pas ça en tête. L'accompagnement semble historiquement, dans notre contexte français en tout cas, avoir été très lié aux fonctions éducatives. Avant l'accompagnement, semble-t-il, d'après certains textes, on parlait de prendre en charge. Prendre en charge une personne désignée comme handicapée. Dans le domaine du handicap, on voit ça. On prend en charge, le signifiant donc n'est pas le même, quelqu'un de dépendant. Et maintenant que le sujet handicapé est reconnu dans ses droits, etc., il y a tout ce mouvement sur la déstigmatisation du handicap, eh bien, l'accompagnement vient effectivement à la place de. On voit bien que l'accompagnement ici, ça met en jeu d'autres choses. C'est-à-dire quoi? Alors, il me semble que l'accompagnateur, enfin, il y a un lien, comme je vais le développer. J'aime bien le travail de Paul Fustier de l'an 2000, qui s'appelle le lien d'accompagnement. Hein, il a travaillé en tant que psychologue avec des éducateurs, des profs en psychopathologie, et donc il développe l'idée que c'est un lien. Moi, je partage tout à fait cette idée. C'est pas une relation, c'est plus fort. C'est un lien qui soude, y compris inconsciemment, celui ou celle qui est accompagné, ou le groupe, et celui ou celle qui occupe la fonction ou la place d'accompagnateur. Pour les enseignants présents ici, on voit, les AVS, je l'ai appris récemment, sont remplacés par des accompagnants éducatifs et sociaux. Il y a même un diplôme qui les forme actuellement, hein, à la place de la fonction d'AVS. Bon. C'est pas par hasard que ce terme-là circule aussi. L'accompagnement, ça postule finalement une liberté au premier degré phénoménologique, une liberté des deux, accompagnateurs et accompagnés, un processus qui regroupe des sujets libres. Mais il y en a un ou une qui est empêché, freiné, et qui a besoin du lien avec quelqu'un d'autre, à côté, pas à sa place, mais à côté, et engagé lui aussi, qui va permettre de trouver, d'un point de vue clinique, ses propres ressources pour aborder le savoir, pour aborder une tâche impossible, voilà, quelque chose, ou effectivement des tâches de la vie quotidienne, ou une relation.
C'est-à-dire que dans l'accompagnement, on franchit des étapes. Alors évidemment, la question de l'accompagnement, comme nous le dit Albert Chicone, on s'identifie à quelqu'un, celui que l'on accompagne, et on le comprend à partir de ce qu'on éprouve. Mais la difficulté est que l'on projette, au sens psychanalytique, des éléments de soi sur l'autre pour s'identifier. Ça passe par la projection possible, sur laquelle il faut travailler, bien sûr. Est-ce qu'on accompagne, comme dit Chicone, en fonction de ses besoins d'accompagnateur ou de l'autre, hein, voilà. Donc il y a cette tension entre l'autre et soi, l'autre pouvant être un service aussi. Alors je parlais, moi j'ai développé dans mes travaux l'idée que, bien sûr, on accompagne des personnes, des groupes ou des institutions, mais c'est un processus que l'on accompagne, me semble-t-il. C'est-à-dire ce qu'il y a entre les personnes, les groupes, c'est une dynamique, un changement possible, un processus, donc c'est quelque chose de plus invisible, hein. Alors, je reviens très vite à Fustier. J'ai eu l'occasion d'enseigner avec l'ouvrage de Fustier. J'ai remarqué que les soignants, les éducateurs ou les enseignants présents accrochaient beaucoup à ce livre. Donc il y avait quelque chose d'un peu transversal qui faisait qu'ils s'appropriaient, qu'ils se retrouvaient, une partie de leur métier professionnel, dans ce livre, Le lien d'accompagnement. Bon, je ne vais pas aller, on pourra en parler ailleurs si vous voulez. Donc, en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est qu'il pointe qu'auprès des personnes carencées socialement et psychiquement dont s'occupe l'éducateur ou les métiers éducatifs sur lesquels il travaille, c'est son corpus, eh bien, on voit dans les faits que celui qui a une fonction éducative doit naviguer entre deux lignes. La ligne de la prestation professionnelle. Voilà, j'occupe mon fonction d'éducateur, je vais à domicile, j'aide quelqu'un à remplir ses factures qu'il n'arrive pas à faire, etc. Voilà, donc ça c'est une prestation professionnelle. Et en même temps, auprès de ces personnes dites carencées, c'est interprété comme un don, dit Fustier. Il fait ça pour moi, elle fait ça pour moi. Je suis digne de son intérêt, je suis digne de son amour, pour faire vite. Hein. Et Fustier a des très jolies vignettes où on voit que la personne se met à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant, mais ça ne tient pas, hein, comme Claudine a souligné ce matin, ça ne tient pas. C'est-à-dire que ça tient quand il y a l'accompagnement physique avec la personne, du côté psychanalytique, on voit que le transfert est là, qu'il flambe, hein, qu'il permet de faire des choses, mais effectivement, ça ne dure pas. Alors voilà, donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est intéressant cette navigation incontournable selon Fustier. Est-ce que ça a à voir avec d'autres métiers? Est-ce qu'on pourrait formaliser ça autrement? Je ne sais pas. Alors, en tout cas, je voudrais passer au deuxième point, après ce rappel sur la notion d'accompagnement, qui est un lien où il y a des positions qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas semblables, sinon c'est la confusion, effectivement. Bon, il y a une éthique, des valeurs qui ne sont pas qui sont là. L'accompagnement, donc, qui a notion nomade, notion métisse, eh bien, amené, moi j'ai essayé de la travailler, y compris pour cet exposé, à partir de concepts et d'expériences. Alors, pour le soin et la formation, il faut être bien clair, hein, moi évidemment, pour moi c'est évident. Dans les exemples que je prendrai de groupes cliniques d'analyse de pratique plus tôt, d'autres choses, eh bien, il faut réaffirmer les différences de nature. Non pas le soin, mais une psychothérapie n'est pas une élaboration en groupe clinique d'analyse des pratiques professionnelles. On ne se soigne jamais, on ne va pas pour se soigner, on ne trouve pas le soin psychique comme thérapeutique dans un groupe d'APP, d'APP, analyse des pratiques professionnelles. Donc, ce n'est en rien un groupe thérapeutique, mais mes collègues comme moi reconnaissons qu'il y a des effets de soins sur la dimension, alors je vais revenir, sur la dimension professionnelle et aussi personnelle du sujet qui est engagé dans un groupe d'APP, vous voyez. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire qu'au niveau de la formation, dans nos groupes d'orientation BALINT, et moi je me rattache tout à fait à ce que proposait notre collègue ce matin, même si chacun travaille avec son style, eh bien, donc cette question n'est pas nouvelle. Néanmoins, avant de passer à ces vignettes, je vous rappelle que, par exemple, dans les sources de cette question, René Caès, en 1973, dans son livre Fantasme et formation, eh bien, regroupait les deux pulsions, selon lui, se former et soigner, et se soigner. Il évoque un désir de croissance dans les deux cas. Se former vise un développement de quelque chose de soi, et puis le thérapeutique vise effectivement à aller moins mal et à aller mieux. Et dans les deux cas, il y a le terme de croissance, et Caès dit finalement, il y aurait une convergence, un idéal, presque philosophiquement parlant, un idéal, mais évidemment, par nature, les deux processus ne sont pas les mêmes. Alors il y a aussi, bon, moi j'ai un peu travaillé la distinction de Winnicott entre le care, bon, très, très connu,
prendre soin d'eux. Ou Winnicott dit les métiers du social sont sous l'insigne du care, selon lui. Non pas du cure, guérir, ça c'est autre chose, ou soigner versant guérison, avec le grand point d'interrogation, du point de vue clinique. Voilà, care et cure. Il y a aussi, bon voilà, le texte d'Henriquez sur le désir thérapeutique du formateur. Hein, quand le formateur n'y arrive pas, il y a une impuissance du formateur, et il transforme les autres, il transformerait les autres, dans l'article Galerie de portraits de formateurs en mal de modèle, il transformait les sujets en formation en personnes vulnérables, quasiment malades parce qu'elles n'arrivent pas à apprendre. Bon, alors là, c'est peut-être un peu caricatural, mais enfin, il y a ce versant de soigner ce qui échappe au désir de transmission. Voilà, moi je trouve ça intéressant, même si, là pour Henriquez, c'est plus le désir de guérir complètement imaginaire, évidemment. Il y a une confusion des plans. Hein, voilà. Donc, ce que nous accueillons en formation, c'est effectivement la personnalité professionnelle, hein, c'est-à-dire la part professionnelle du soi, hein, c'est-à-dire ce qu'on investit, au sens clinique du terme, de soi dans le travail. Alors, je peux vous donner deux petits exemples pour alimenter les deux concepts qui m'ont semblé intéressants à revisiter. J'y viendrai après, celui d'incorporation et d'introjection, deux vieux concepts psychanalytiques de base, mais ils ont pris un peu sens en rédigeant ce travail-là. Alors, le premier exemple qui a été fait avec l'accord ancien de participants au niveau, non pas de l'écriture, mais au niveau de la problématique développée. Hein, donc, voilà. Donc, bon, alors, évidemment, ça touche au milieu du soin, donc c'est un peu biaisé parce que c'est une enseignante spécialisée, qu'on va appeler Marie, qui travaille comme enseignante en hôpital de jour. Elle raconte, dans le groupe clinique d'analyse des pratiques, fait dans une association, dans un cadre libéral, elle accueille Jeanne, une préadolescente psychotique, confuse, qui se dénude dans le service, qui met un bazar pas possible. Elle a donc 12 ans environ. Et voilà, donc dans cet hôpital de jour, il y a le rez-de-chaussée est pour les jeunes les plus difficiles, les plus fous, hein, on va dire, voilà, tout simplement. Quand ils vont mieux, ils vont à l'étage au-dessus. Voilà, la santé, c'est du côté de l'étage au-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Marie nous raconte avec beaucoup de précaution et beaucoup de sensibilité, je me rappelle très bien la façon dont elle en parlait, qu'il y a eu entre elles, comme enseignante, et Marie comme élève potentiel, un corps à corps physique, c'est-à-dire que se sont colletés pour que la jeune préadolescente, Jeanne, puisse rester en classe, s'asseoir, elle tournait le dos d'ailleurs aux autres, et à l'enseignante, et puis, les semaines ayant passé, elle s'est mise à entrer dans la lecture et l'écriture qui, pour elle, n'était pas accessible encore. Elle dessinait, elle gribouillait, 12 ans, enfin, voilà. Alors, elle nous a parlé de cette situation clinique et professionnelle, bien sûr, cette enseignante spécialisée, bon, de façon très intéressante. Et l'autre point, je me permets d'insister là-dessus, c'est que cette enseignante a eu des réunions à la fin de l'année avec la psychologue, le psychiatre et les parents de Jeanne, et les autres professionnels, elles respectent tout à fait, elles s'entendent bien avec eux, il n'y a pas de problème. Et les parents font pression pour que leur fille monte à l'étage au-dessus, parce qu'elle va mieux. Ce que j'ai oublié de dire, j'aurais dû le dire, c'est que la jeune fille s'est calmée depuis son entrée en classe, curieusement. Elle s'est calmée, elle ne met plus le bazar, enfin, voilà, on la voit moins, on l'entend moins. Et donc, à partir de là, les parents font pression, et la psychologue et le psychiatre disent, oui, finalement, elle va mieux, il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas à l'étage au-dessus, enfin pour des jeunes qui sont moins en difficulté. Donc elle va à l'étage au-dessus l'année suivante, l'année scolaire, et elle va avec une autre enseignante, une autre professeure des écoles, bon, qui va, comme on dit en français, c'est les mots de Marie, tomber enceinte, hein, on dit encore ça, tomber enceinte, voilà. Alors donc, cette enseignante reçoit Jeanne, qui met un bazar pas possible, elle continue comme un an avant. Et puis, donc cette deuxième enseignante attend un bébé, elle s'en va. Il semblerait qu'elle ait eu peur aussi que les enfants agressants lui tapent dessus au moment de sa grossesse. Enfin, bon. Toujours est-il que Marie est la seule enseignante qui reste, et donc on lui dit vous allez reprendre Jeanne. Jeanne arrive, nous dit Marie, elle la regarde droit dans les yeux, puis elle lui dit quand même. Quand même. Alors il n'y a pas de miracle, hein, moi je ne crois pas beaucoup au miracle dans ce domaine-là, mais ça s'apaise, ça se calme, c'est-à-dire que le comportement de Jeanne, effectivement, va être beaucoup plus calme à partir de la relation qu'elle retrouve avec cette enseignante qui lui a appris à lire, à écrire, qui l'a accueilli après un corps à corps très violent. Alors, moi, je me permets de vous en parler parce que je trouve que là, l'accompagnement, on est bien, c'est un lieu de soins, donc ça biaise un peu mon exemple, mais enfin, l'accompagnement
a quand même lieu à travers une pratique, un processus pédagogique et didactique. Mais évidemment, il y a eu on peut supposer qu'il y a eu beaucoup de transferts qui ont été à l'œuvre. Et ce qui m'a intéressé dans cet exemple, c'est non seulement que ça aille mieux, du moins c'est ce que Marie nous transmet dans le groupe, mais ça allait mieux pour elle aussi, mais aussi qu'il avait son propre rapport au savoir, notion qui me paraît essentielle en sciences d'éducation, son propre rapport au savoir à cette enseignante qui a été bousculée. Où est-il ce rapport au savoir? C'est dans le crédit, la confiance un peu aveugle qu'elle accorde au savoir médical, psychiatrique, et au savoir psychologique. Bien sûr, on travaille ensemble, on travaille avec, surtout en hôpital de jour, voilà, d'autant plus, mais en même temps, elle dit elle-même dans le groupe qu'elle pensait qu'il aurait fallu qu'elle reste une année de plus, Jeanne, dans sa classe, pour que ça tienne. Hein. Voilà, donc elle, en fait, le groupe, pour elle, a servi à ce qu'elle soit plus en authenticité, avec sa propre expérience, son propre diagnostic. Winnicott parle du diagnostic enseignant dans un de ses textes, hein, c'est intéressant, et il exporte un signifiant médical pour le placer là. Donc moi je trouve que c'est intéressant parce que là, elle nous fait part d'un changement de son être professionnel, hein, de la personnalité professionnelle, et évidemment, voilà, elle aussi parlera de désir d'enfant, enfin, c'est pas ce qui nous concerne beaucoup plus, mais ce que je voulais vous dire là, à travers cet exemple, c'est qu'il me semble qu'elle se désidentifie, pour employer des gros mots psychanalytiques, comment dire, elle accorde beaucoup moins de crédit au savoir des autres, elle accorde davantage de crédit à sa pratique et au savoir réel qu'il y a eu avec Jeanne, avec tout ce qui s'est passé d'apprentissage, soutenu sans doute par des transferts, hein, multiples de part et d'autre, et que quelque chose là a pu émerger. Alors, je vous parle tout de suite d'un autre exemple, et puis on passera au concept théorique. Là, c'est un exemple plus ancien, mais qui m'a quand même toujours beaucoup frappé. Là, c'est une étudiante en licence de sciences d'éducation, qui vient et puis qui me dit, voilà, je voudrais travailler sur ce que représente la mort pour l'élève à l'école, quoi. Sujet quand même intéressant, mais pas habituel, comme ça. Alors bon, et puis au cours de notre travail de groupe, et surtout individuel, là, cette jeune femme, cette jeune étudiante, dit, écoutez, finalement, moi ça vient de loin, parce que quand mon père est décédé, il y a eu un silence énorme dans la famille, il n'y a pas eu de mots mis là-dessus, et moi quand j'étais enfant, je me rappelle que je voulais parler aux adultes, enfin entendre quelque chose qui vienne d'eux, à son endroit, et ça pouvait être soit les parents, pour X raisons qu'on n'a pas élaborées, évidemment, on ne veut pas le faire spécialement. Et puis les enseignants, elle aurait voulu en parler, elle avait commencé, mais les enseignants, d'après elle en tout cas, ne pouvaient pas accueillir ce deuil qui effectivement l'empêchait de travailler, l'empêchait d'être une élève comme les autres, et qu'elle gardait en elle, si vous voulez, donc s'occupait toutes ses pensées, toutes ses affects. Et là, peut-être 20 ans après, eh bien, elle choisissait ce sujet de mémoire qu'elle mettait directement en rapport avec un désir de savoir quelque chose, qui n'avait pas pu être accueilli, reçu, et que bien après coup, comme dit Freud, après coup, qu'elle voulait mettre en forme au niveau de lecture, de problématisation, pour son futur métier d'enseignante. Alors, je dois dire qu'au début, moi, j'étais un peu affolé, quoi. Je me disais, là, il ne faut pas confondre les lieux, donc on n'est pas en soins, elle va pas... Voilà, cette jeune femme, c'est pas le meilleur lieu. Puis finalement, ce que j'ai observé, en l'accompagnant, je ne trouve pas d'autres mots là, c'est pas en lui enseignant, c'est pas en la soignant, en l'accompagnant, eh bien, elle a effectivement énormément lu, elle a fait un très bon mémoire pour préluder à quelque chose qui touchait ce dont l'élève ne peut pas parler en tant qu'enfant dans la classe, hein, pour faire très vite, vous voyez. Donc elle a fait un excellent mémoire. Alors voilà, je me suis permis de vous donner ces deux petits exemples, parce que dans les deux cas, une pour l'enseignante, une pour une étudiante se destinant à l'enseignement, il me semble que là, nous sommes en plein dans la question de l'accompagnement entre le formatif, c'est-à-dire apprendre des contenus, lire avec intérêt et désir, et puis on dirait, non pas qu'on fait une thérapie, pas du tout, mais qu'on soigne quelque chose de soi à travers ça. On prend soin de soi, on peut jouer sur les mots en français, hein, dans d'autres langues ça serait sûrement autre chose, mais vous avez ici cette question de la personnalité professionnelle. Alors j'ai un peu réfléchi là-dessus, c'est-à-dire que la personnalité professionnelle, c'est ce qui fait corps avec nous. Premier degré, ça fait corps avec nous. C'est pas une partie qui est adjointe au privé, au subjectif. Voilà, le moi professionnel, partie du soi, c'est quelque chose qui fait partie. Et je me suis dit que là, il y avait deux concepts freudiens
de la première époque que j'ai eu envie de revisiter. Donc, comme je vous disais, c'est celui d'incorporation et d'introjection. Alors, pourquoi ? Parce que l'incorporation, j'ai repris des dictionnaires, et en fait, l'incorporation, Freud en parle, là, vers 1915, oui, c'est bien ça, 1915, dans Deuil et Mélancolie, et il dit effectivement que c'est quelque chose qu'on intériorise, mais par le biais de l'enveloppe corporelle. C'est pas introjecté dans le moi, dans l'idéal du moi, dans le surmoi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus basique corporellement. Alors ça, je crois que ça a à voir avec l'idée d'enveloppe corporelle, c'est-à-dire qu'il y a une incorporation, hein, le terme est là, corporel, corporé, corps. Bon, c'est-à-dire que vous avez des éléments non liés qui sont de façon brutale intériorisés, mais qu'effectivement, ça met en jeu, je cite, des niveaux archaïques, des limites corporelles, la peau, la respiration, des éprouvés du corps, et qui permettraient, en termes classiques, d'intérioriser des relations d'objets. Bon, fait d'amour, de haine, ou si on suit bien, de connaissance aussi. Amour, haine, plus connaissance. Hein. Bon, donc, alors, ce que je me suis dit, c'est que finalement, les groupes d'analyse des pratiques, là c'est mon matériel surtout sur lequel je m'appuie, est-ce que, dans la question groupale, justement, dans la diffusion d'une ambiance de groupe, où c'est bien comme, voilà, des questions du groupe et des hypothèses, c'est une polyphonie, enfin, voilà, et donc Claudine a parlé ce matin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se rapproche de l'incorporation, c'est-à-dire qui permet à un professionnel de, comment dire, de pouvoir déplier, expliciter, délier, voilà, quelque chose qui, alors, les psys diraient que c'est un symptôme, nous aussi nous parlons de symptômes, quelque chose qui fait problème à la personne dans sa vie professionnelle. Et elle ne vient pas là pour se soigner, elle vient pour élaborer avec des pairs, PIRS, des pairs professionnels et des animateurs, des cliniciens. Alors je me suis dit, cet environnement groupal, avec la personne qui est au centre, qui a toute l'attention, et qu'on suit, qu'on étaye, qu'on accompagne, hein, je crois que le mot est là, est-ce que ça ne serait pas entre, comme ça, c'est une question, hein, entre l'incorporation et l'introjection, c'est-à-dire d'en faire un objet plus psychisé, hein, vous voyez, un objet plus spiritualisé, je ne sais pas comment il faut dire, qui aurait plus du côté du moi, de la deuxième topique freudienne, hein, le moi, le ça, le moi, voilà. Voilà, enfin, c'est une question. Il me semble qu'il y a quelque chose de très archaïque dans les groupes, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, et qu'il y a quelque chose justement qui vraiment permet un accompagnement assez en profondeur, même si l'image ne résout pas vraiment les choses. Hein. Pour Marie, par exemple, je me rappelle que le groupe a été quand même, pour faire très vite, comme une mère accueillante, hein, comme une mère accueillante qui recevait ses images, ses peurs de naissance, de grossesse, qui accompagnait le récit professionnel dont elle nous parlait. Hein. Alors voilà, vous voyez, on est du côté des liens, effectivement, émotions, sensations, pensées. Alors voilà, l'incorporation, après tout, je me suis dit que c'était peut-être quelque chose d'intéressant, d'autant plus que, pour ma part, j'aime bien, on n'a pas le temps là, mais j'aime bien les notions des identifications, quoi, finalement. Hein, la question du soi élève qui soutient le soi enseignant pour faire extrêmement vite alors qu'on a passé des centaines d'heures pour travailler ces questions. Alors, il me semble que le mouvement de se désidentifier de quelque chose, par exemple d'être un enseignant trop autoritaire, voilà, ou qui établit pas la loi, pour faire très vite. Le groupe d'analyse des pratiques, par son accompagnement, permettrait de se désidentifier d'une position qui fait problème au sujet professionnel, et avec l'aide du groupe des intervenants ou de l'intervenant, ça pourrait permettre de s'identifier un petit peu autrement. Donc j'aime bien ce passage de l'identification à quelque chose d'un peu transformé, hein, pour reprendre les termes de Bion. Et entre les deux, il y a quand même assez souvent de l'angoisse, de l'inquiétude, de la crainte, entre la désidentification et un nouvel habit qu'on va porter, un habit qu'on va incorporer, et pas seulement introjecter, eh bien, voilà, être autrement enseignant, être autrement éducateur. Bien sûr, c'est un point limité de la personnalité, comme dit Balit, hein, on ne se change pas en entier, ça va de soi, mais c'est pas possible. Et donc, vous avez ces questions, des identifications, qui me semble participer à, comment dire, au processus, là encore, au processus que l'accompagnement formatif, je prends formatif au sens du rapport aux différents savoirs, puis au sens où la formation, comme on disait au XIXe siècle, c'est la formation de soi. C'est ce que Jacques Bayrou avait développé dans un de ses textes très, très, très intéressants sur les voies et les voies de la formation, VOX et VOIES. Et voilà, c'est-à-dire, vous avez bien, là, c'est pas seulement un enseignement des savoirs, mais il s'agit bien de formation de ce côté-là. Alors,
Je suis un peu partagé parce que le temps passe vite. Donc, je voulais déjà introduire ces deux idées, en sachant que la profession... Alors donc, l'idée principale, c'est que ça fait corps, hein. Il y a un lien à penser, qui n'est peut-être pas complètement pensé, à mon avis, entre la dimension professionnelle et la dimension psychique. Et ce type de groupe peut nous aider à avancer avec des concepts spécifiques aux sciences d'éducation. C'est ça que je trouve intéressant. Alors, je vais laisser tomber le discours d'une enseignante, si j'ai le temps, je vous le dirai, qui était dans un CESAD, et on a mené avec d'autres une recherche, on a recueilli des entretiens cliniques, mais enfin, elle parle très très bien du rapport avec les enfants autistes et comment elle démissionne de son poste parce qu'elle ne peut plus être enseignante avec ses élèves comme elle a l'habitude d'être. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que je ne le lis pas, donc il ne faut pas que je vous en parle. Alors, vous avez ensuite le dernier point que je voulais aborder, c'était quelques remarques cliniques pour nous permettre de penser, d'aller plus loin. Formation, soins. Pourquoi cette tension positive, dynamique, à mon avis, qui est là? Moi, personnellement, je pense que de toute façon, c'est structurel. Si on se réfère, j'anticipe sur ma conclusion, mais si on se réfère à l'orientation psychanalytique que nous défendons en sciences d'éducation, je pense que c'est une question de structure, que non pas la thérapie, mais le soin psychique est là d'emblée. Il me semble, vu le corpus conceptuel freudien et des successeurs, bien qu'on ne peut pas faire sans, et que quoi qu'on en veuille, le soin, et moi je trouve ça très bien personnellement, parce que ça ouvre une vision de l'humain qui est beaucoup plus large que d'autres visions actuelles qui, je caricature un peu quand même, seraient purement cognitives ou purement, comme on l'a dit ce matin dans des exposés, purement techniques, etc. Donc là, ça touche à la vulnérabilité humaine, la tension entre le soin psychique et la formation. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très fort au niveau de... C'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop pour l'approche psychanalytique. Enfin, c'est peut-être bête, mais je ne m'inquiète pas trop parce que je crois qu'on a raison. On a raison, on a raison parce qu'on dialectise quelque chose qui est séparé ou qui est nié de l'autre côté. C'est pour ça. En plus, mais c'est déjà pas mal. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Bon, j'espère que ça sera suivi des faits, mon rêve, là, oui. Alors, sur les questions des différents groupes, là, je peux vous donner quelques indications cliniques très rapides. Formation et soins. Il y a des collègues du côté psychologie clinique qui travaillent beaucoup sur le soin du collectif. Hein. Bien sûr, il y a Arnaud et Patrick qui sont experts, entre guillemets, de la question de soigner le collectif avec la psychothérapie et la pédagogie institutionnelle. Là, il y a le lien très fort entre les deux. Je citerai aussi des gens qui interviennent dans les pratiques, comme Georges Gaillard ou Jean-Pierre Pinel, qui partent de l'idée que, par exemple, un groupe d'analyse des pratiques, seul, c'est très rare maintenant les demandes. Selon eux, il faudrait une régulation institutionnelle très vite, parce que le lien social s'est effrité, c'est plus du tout comme il y a 10-20 ans. Voilà, les valeurs ne sont pas les mêmes, les croyances ne sont pas les mêmes, le libéralisme est là beaucoup plus vivement par rapport à une éthique qui n'est pas la même que nous défendons, clinique. Donc voilà, soigner l'institution, réguler. Moi, j'ai vécu ça une fois dans une institution. On a dit à mon collègue et moi, non, on vous rappellera plus tard, ce qu'il nous faut, c'est plutôt une régulation institutionnelle. Sauf que ça n'avait pas été dit avant. Donc, on a au moins survécu ça, c'est pas mal, quoi. Donc, alors, vous avez... Bon, sur le sujet, ça circule, effectivement. Ça circule entre les groupes, les dispositifs d'analyse des pratiques, équipe ou travail en libéral plus proche du modèle Balint, dont il était question ce matin, effectivement. Donc ça n'est pas du tout pareil, les problèmes ne sont pas les mêmes. Le groupe d'APP dans un contexte universitaire, effectivement. Moi, je peux très vite, j'ai en tête, alors à Paris Descartes, c'était plutôt séparé. Dans un master consacré à la formation aux soins, où venaient des cadres soignants, il y avait obligatoirement un groupe, un dispositif clinique, Balint, orienté, comme Claudine nous en a parlé ce matin, que j'ai animé plusieurs années, et j'ai toujours en tête, sur le clivage de la personnalité professionnelle, une participante, très sympathique par ailleurs, qui me voyait en tant qu'enseignant sur un cours théorique, là, et puis qui intervenait sans arrêt, enfin qu'elle levait le doigt, et puis elle disait en plus des choses très intéressantes, pas mal. Et puis alors en groupe clinique d'analyse de pratique, c'était non seulement le mutisme, mais le refus. Vous savez, moi je viens là, on n'est pas obligé de parler de l'intime, on n'a pas de demander ça, c'est vraiment n'importe quoi. Elle a même essayé de sortir du groupe en téléphonant un jour à la directrice du module. Bon, moi en tant qu'animateur, j'ai lu le SMS qu'elle m'avait envoyé. J'ai dit, bon, écoutez, voilà, X a téléphoné à la directrice parce qu'elle ne veut plus être avec nous. La direction a dit, non, vous allez au groupe, puis c'est tout. Hein, voilà, ça ne se négocie pas. Alors tout ça pour dire, vous voyez, ces deux images comme ça. Florence, on va l'appeler comme ça. Florence, effectivement, pendant toute l'année, a refusé de parler, mais c'est intéressant, elle s'exprimait corporellement.
C'est-à-dire, elle prenait la main ou le poignet de sa voisine en pensant qu'elle avait besoin d'être aidée, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Par contre, là Florence sûrement avait envie de parler, puis pas envie à la fois, et donc elle s'exprimait par le corps auprès de celle qui parlait à sa place. Hein. Alors elle acceptait de parler l'avant-dernière séance, hein, puisque la dernière séance, il n'y a pas de cas nouveaux, de vignettes nouvelles, et donc elle a apporté des choses effectivement très passionnantes, et nous l'avons remerciée, évidemment très, très douloureuses aussi en même temps, et elle acceptait donc de parler. Mais ce que je voulais simplement vous indiquer par rapport à notre sujet, l'accompagnement de la personnalité professionnelle, c'est que là, il y avait chez elle l'institution, qui elle-même était séparée, éclivée, il n'y avait pas beaucoup de dialogue entre les enseignants là-dessus, eh bien, il y avait effectivement un clivage qu'elle mettait en scène, qu'elle montrait, et dans les cours, au niveau intellectuel, la partie intellectuelle brillante, et sans problème, et puis par ailleurs la partie, j'ai envie de dire, pas la partie, le soi plus impliqué, où les émotions, les sensations, la pensée également, ne pouvaient pas s'exprimer, et donc il y avait une résistance extrêmement forte, là, qu'elle a pu vaincre, mais ce qui est intéressant, c'était les deux à la fois, quoi. Bon, donc... Au Parlement, je disais, vous savez, il y a un autre lieu, vous pouvez parler aussi, hein, mais bon, visiblement, c'était pas, avant la dernière fois, c'était pas tout à fait ça. Il me reste 4 minutes, je parle sous le contrôle de Patrick, parfait. Voilà. Donc, bon, le travail avec une équipe, c'est compliqué le travail avec une équipe comme c'était abordé ce matin. Moi, j'ai assez peu de pratique sur les équipes. Moi, je trouve ça très compliqué, et j'ai accompagné les équipes d'enseignants 3 ans en établissement, il y a un petit moment. Je trouve que les questions qu'on posait ce matin, justement, le modèle clinique auquel nous nous référons est toujours très dur à tenir. Les gens arrêtent au bout d'un an parce qu'ils n'en veulent plus. Alors bon, moi c'est vrai, non pas pour combler les manques, mais ça m'a amené par moments, mais ça c'est mon style à moi, par moments avec des équipes en établissement, rarement, mais par moments, à estimer que c'était bien, parce que les gens voulaient qu'une parole de groupe, qui était un peu comme dans la salle des profs, sauf que là, il y avait un tiers qui était l'intervenant clinicien. Moi, je pensais qu'ils en avaient besoin, mais après tout... Et ceci dit, je préfère quand même en partie au texte d'Anzieux classique, hein, qu'on a cité ce matin également, sur l'illusion groupale, où finalement, Anzieux dit que bien sûr, l'illusion groupale, se sentir tous ensemble, être aimable, enfin voilà, l'illusion d'être ensemble dans un certain bonheur, qui fonde une partie du groupe. Bon, c'est défensif contre l'angoisse. Bon, moi, j'ai peur tout seul, dans un groupe, on va faire corps, là aussi, au niveau de l'image. Et donc, Anzieux parle quand même du passage de la défense à la transition, en se référant à Winnicott. Et donc, la groupalité, une forme de groupalité, peut être transitionnelle, peut être une ouverture et non pas seulement une défense. Bon, voilà, moi, c'est en cela que ça m'intéresse, effectivement, ces questions, par moment, éventuellement, de faire attention au groupal, ou dans les moments méta, de donner la parole au groupe à la fin, comme ça s'est passé aujourd'hui, ou même par moment une discussion plus spontanée qui peut avoir lieu dans un espace peut-être transitionnel, où il me semble là qu'au niveau de la personnalité professionnelle, mais ça c'est moi, hein, il me semble qu'il y a un sentiment d'appartenance sans doute illusoire, qui se joue à l'intérieur même du groupe, mais qui dans certains cas très précis peut être intéressant à respecter au niveau de l'éprouvé. Mais voilà, c'est une question ouverte, hein, c'est une question parce que ça participe là aussi du travail, et en même temps, ça n'a rien à voir avec une synthèse ou une salle de classe. Oui, ce que je voulais quand même vous dire, et ça me frappe toujours beaucoup dans les équipes, le peu d'expérience que j'en ai, c'est que les résistances, bien sûr, on travaille avec, et peut-être l'intervenant va en partie changer son mode de travail par le type de résistance qu'il rencontre. Et moi, ça vous semble peut-être évident, je suis très frappé que je pense à des équipes qui se connaissent et qui font appel à quelqu'un de l'extérieur pour faire de l'APP clinique. Bon, et en fait, je pense à un groupe qui a mis 6 mois pour qu'une personne parle avec ses émotions et sa pensée. Avant, c'était la faute des élèves, ça n'allait jamais, les élèves étaient des affreux, mais bon, il n'y avait pas de dialectique entre soi et l'autre. Hein. Alors, en fait, ce qui m'a semblé, en y réfléchissant, c'est que, ce qui a l'air évident, mais c'est que quand on fait un groupe d'APP avec des personnes qui se connaissent par ailleurs, qui travaillent ensemble, qui notent les élèves, mais en fait, on a affaire à un nouveau groupe. Ce n'est pas les mêmes personnes ensemble. C'est un dispositif qui fonde un lien de groupe complètement nouveau. Et il me semble que c'est là où s'origine certaines résistances. On s'imagine, bon, même après avoir pris soin des règles, du cadre, de la confidentialité, bien sûr, et du respect des personnes,
parfois, ça ne marche pas du tout, enfin, ça part dans tous les sens, etc. Et là, l'idée que c'est un groupe qui est à la fois étranger et familier, et qu'on a finalement à construire ensemble, c'est peut-être encore plus difficile avec des personnes avec qui l'on travaille qu'avec, effectivement, des professionnels qui ne se connaissent pas. Hein. Enfin, moi, maintenant, j'en viens à penser des choses comme ça, parce qu'il y a une je sais pas comment il faut dire, promiscuité, familiarité plutôt, entre les professionnels qui est là, quoi, voilà. Alors bon, donc pour terminer, il y a plein de choses aussi qui seraient, qui seraient à travailler. Je pense aussi que la question de la temporalité est très très intéressante dans ces groupes. J'aime bien intervenir dans ces groupes, seul ou à deux. Et donc, la temporalité aussi, c'est ce qui distingue plus ou moins de la thérapie. La thérapie analytique ou une analyse, Chicone dit que pour lui, c'est pareil, les deux, s'il se réfère à l'analyse. Mais dans une thérapie, on s'occupe de ses conflits personnels, de sa vie familiale, fantasmatique, on réécrit une partie de son histoire, etc. Bon, très bien. Alors là, il y a des bribes, comme citait Patrick tout à l'heure, il y a des bribes de l'histoire, et ça, il faut reconnaître, Claudine a réouvert tout à fait, comme il fallait le faire, la question du transfert dans les groupes, au niveau de l'histoire scolaire, de l'histoire familiale, qui peuvent venir si la personne a envie d'en parler, mais à condition de ne pas perdre le fil professionnel. Donc ça c'est vraiment très productif en plus. Et donc, vous avez là encore, comment dire, le présent est très important. Alors, je voulais aussi dire que dans les orientations psychanalytiques que je connais, heureusement, on a évolué aussi. Les hypothèses interprétatives ne sont plus magistrales, enseignantes, même s'il y a des gens qui continuent à faire ça. Bon, voilà, il faut les laisser. Et donc, vous avez quand même des gens comme Winnicott, vous avez des gens, et puis les grands psychanalystes qu'on connaît, ils ont su adapter, Ferenczi, Lacan ou d'autres, bien d'autres, Dolto aussi, ont su montrer comment ils travaillaient. Enfin, et leur travail, c'est pas simplement d'imposer quelque chose devant lequel on aurait à se taire. Donc, je pense que les groupes d'analyse de pratique que nous animons sont en rapport avec cette évolution de la psychanalyse qui souvent n'est pas pensée au niveau des psychanalystes. Hein. Voilà, donc on fait quand même un travail présent, passé. Donc, la professionnalité, c'est le présent. La thérapie analytique de soi, ça part, l'avenir, les désirs réalisés ou pas réalisés, l'histoire, le présent du transfert, ok. Mais en même temps, là, on est bien cerné, et tant mieux, dans la professionnalité par les groupes modèle Balint, d'inspiration Balint, parce que là, on ne perd pas de vue ce fil-là. Hein. Donc la question temporelle est, à mon avis, tout à fait intéressante, et comme le souligne Nicole Mosconi dans un de ses textes, l'analyse des pratiques, elle est ouverte vers l'avenir aussi. C'est pas seulement dire pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui, même si c'est tout à fait productif. On a beaucoup d'exemples là-dessus. Le simple retour à une relation, je pense à un monsieur qui était formateur en sport, le retour impliqué à une relation avec un père difficile, plus classique, on va dire, a permis de faire autorité dans ses stages, alors qu'il n'arrivait pas du tout à faire autorité. Bon, alors c'est presque... Ça va vite, enfin, c'est assez frappant dans certains cas. Hein. Voilà, donc, alors, pour terminer vraiment, cette fois-ci, donc, c'est un peu ce que je vous ai dit au départ, hein, il y a donc, pour ma part en tout cas, un lien structurel qui ouvre vers une philosophie de l'humain. Voilà, je pense que dans Freud, il y a des réflexions sur la culture, qui sont liées à la clinique. Voilà, il y a des choses où ça circule entre le sujet et l'institution, on dirait aujourd'hui. Hein. Il y a accueil de la répétition, c'est peut-être ça le point en groupe des pratiques. Il y a des liens qui se font et ça met en jeu la position de l'animateur parce qu'on peut encourager des liens destructeurs ou des liens soignants. Hein. Donc là, il y aurait tout un travail à faire, à mon avis, sur qu'est-ce qu'on encourage, qu'est-ce qu'on pointe, ou que les participants pointent chez quelqu'un qui ne verrait que du négatif, je pense à quelqu'un en particulier là, et alors que cette même personne comme formatrice fait des choses super au niveau de son travail de formatrice, mais c'est comme si elle oubliait qu'il y avait du bon dans ce qu'elle a fait et pas seulement du mauvais. Donc c'est le travail du groupe, des animateurs ou de l'animateur, de pouvoir dire, tiens, vous avez parlé de ça, enfin me semble-t-il, vous avez parlé de ça aussi, quoi. Donc la question du soin psychique de la personnalité professionnelle me semble reliée à ces questions. Et donc, voilà, s'il y a quelques questions, je vous remercie de votre attention.
Oui, alors. Voilà, donc s'il y a des questions, effectivement, ou des remarques, des associations, à partir de ce que vous venez d'entendre, on a quelques minutes encore pour échanger. Ça marche. Oui, bonjour, merci pour votre conférence. Donc moi je suis étudiante en FAP Sud, et professeure et formatrice de contractuels. Alors j'aurais une question sur la posture donc d'animateur. Donc vous dites finalement que l'animateur avec le groupe contribue finalement à ce soin psychique. Est-ce que du coup l'animateur lui-même est soigné dans le dispositif? On peut faire l'hypothèse. Oui, non, je ne vais pas valoriser le soin pour le... Comment? Merci de votre question. Je ne vais pas valoriser le soin pour lui-même. Alors, soigner, je pense que dans notre réseau, enfin, il nous arrive de parler, d'échanger, de travailler sur des points cliniques que nous avons rencontrés voilà, à l'occasion de lecture ou de recherche. Mais évidemment, oui, c'est... Alors, on reviendrait avec l'illusion possible que soulevait Claudine ce matin de la co-animation. Est-ce que dans la co-animation, ça fait tiers pour l'un des animateurs ou l'une des animatrices entre les deux? Je sais pas. Donc, soigner, non, enfin, je sais pas. En tout cas, oui, il y a des moments où, sûrement, comme dans l'approche clinique, on a besoin de parler de... Enfin, on a besoin. Il y a certains moments, oui, il est très utile de pouvoir dire ce qui paraît inenvisageable, impossible. Et ce que votre question me permet de dire aussi, un point que je voulais souligner, c'est que dans ces moments de supervision entre collègues, d'analyse des pratiques, bon, le langage du prendre soin me semble très présent dans l'approche clinique. Ah ben oui, pourquoi il n'est pas arrivé à aller plus loin? Pourquoi cette dame n'est pas arrivée à faire un récit? Elle a mis 3/4 d'heure pour arriver à un récit qu'on pouvait travailler en groupe, et tout ça c'est signifiant, bien évidemment, ça va de soi. L'inconscient il peut être partout. Hein. Donc voilà, donc oui, dans un groupe, dans une supervision, c'est pas tellement qu'on se soigne, mais qu'on élabore. Enfin, il y a une... Oui. Oui. Alors c'est pour ça que l'accompagnement, c'est un terme qui en lui-même me paraît très peu précis. En même temps, ça permet de faire de montrer des points de tension positive, hein, dialectique, quoi. Bonjour, je suis intimidée par ma prof. Faut pas. Mathieu Lydienne, cadre de santé. Alors, je vous remercie pour votre intervention. Ce qui me fait écho ne vient peut-être pas d'une analyse de groupe ou d'une analyse des pratiques, mais dans mon expérience déjà d'infirmière et de cadre de santé, on parle en fait du prendre soin. Et d'ailleurs, l'une de nos fonctions, c'est le cadre de proximité, donc qui est près des équipes. Alors moi, je voulais juste poser la question de savoir si, dans la question des identifications qui se font au cours de se prendre soin, est-ce qu'on pourrait le traduire, pas forcément dans un groupe dans lequel se pratique une analyse, mais plutôt si on prenait plutôt juste le collectif équipe dans le travail qui pourrait être cet espace transitionnel où se joue justement la transformation Alors ce ne sera pas l'animateur. Du coup, est-ce que ce serait le cadre de santé? Est-ce que ce seraient les différents professionnels qui sont dans cet espace, dans ce collectif équipe, qui participeraient à soit leur propre transformation, parce qu'il me semble que vous avez aussi parlé du soi professionnel, ou alors qui participeraient à la transformation finalement de ce collectif équipe.
quand on n'est pas vraiment dans le cadre des analyses de pratique. Il me semble que, je ne sais pas si on peut parler de transposition, mais en tout cas, moi, ça me fait écho dans l'essence même de la prise en charge dans laquelle on parle du prendre soin. Écoutez, donc, je ne sais pas si je reprends votre question, mais oui, enfin, ce que je comprends, c'est du côté des soignants ou des cadres de santé, peut-il y avoir quelque chose d'analogue? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Enfin, dans la mesure où il s'agit de parler non seulement de parler, mais d'analyser une pratique professionnelle avec ses implications inconscientes, en groupe, en acceptant un cadre et avec un ou des animateurs extérieurs. Bon, oui, oui, c'est tout à fait possible. Alors, il me semblait que votre question, c'était, est-ce qu'entre pairs PAIRS, de côté d'une équipe, on peut aussi faire ça seul, finalement, sans intervenant? Alors moi, je crois qu'on fait autre chose. On fait sûrement quelque chose de bien, mais on fait autre chose, parce que la différence de place me semble très importante à préserver, bien sûr, dans cette dissymétrie des places est très importante dans l'écoute, l'élaboration et les transferts qui pourront se faire et dans le groupe et avec les animateurs et les participants. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, c'est-à-dire certains de vos collègues ou vous-même pourriez, par exemple, animer, c'est un peu ça? Ça se joue, mais j'ai le sentiment que les animateurs ne sont pas forcément désignés. Quand dans une analyse de pratique, on a un animateur. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Dans un collectif équipe, on prend soin des patients, on prend soin forcément les uns des autres, avec toute la liste des places. L'animateur n'est pas forcément désigné. Finalement, tout le monde est animateur, tout le monde est co-animateur et tout le monde est bien finalement. Alors je crois que le peu que je connais de votre milieu, c'est le milieu de soins, milieu des pratiques soignantes, c'est effectivement que dans les référentiels, il y a les questions d'analyser les pratiques, les termes sont là, ils étaient là il y a quelque temps en tout cas, on analyse ces pratiques, donc des cadres de santé peuvent, mais c'est pas ce dont je parle, parce qu'à ce moment-là, c'est effectivement, et ça peut être bien sûr, c'est très utile, c'est plus peut-être un groupe de réflexion impliqué sur les pratiques, au sens de prendre soin. Voilà, mais c'est ni mieux ni plus mal, mais c'est pas un dispositif clinique installé pour ça, avec son cadre assez strict. Voilà, donc c'est complémentaire, c'est pas antagoniste pour moi. Pas pareil. Merci Bernard pour cette conférence. Je trouvais très intéressante. Je voulais réagir juste sur un point, pas tellement pour poser une question, mais plutôt pour une association, quelque chose, ce à quoi ça m'a fait penser. Quand tu évoques les questions d'identification et désidentification dans le groupe d'analyse de pratique, c'est de ça dont tu parles, si j'ai bien compris. Ça me fait penser à un article que j'ai relu récemment. Tu connais le travail que j'ai fait sur le micro-lycée, que j'essaie de caractériser comme une institution de la mésinscription. Et là, en reprenant ce texte, je lisais un article de Georges Gaillard, qui d'ailleurs, je crois, est publié dans la revue Cliopsy, dans lequel il parle de la question de l'identification et de la désidentification dans les institutions de la mésinscription, avec une caractéristique pour lui qui serait que les processus d'identification nécessaires pour l'exercice professionnel, c'est-à-dire que pour lui, dans le soin, pour pouvoir accompagner un patient, il faut pouvoir être en mesure de s'identifier à lui. Il dit que, si j'ai bien compris, il y a quelque chose où l'identification peut être en panne dans les institutions de la mésinscription. Et que du coup, l'accompagnement, le soin, etc. sont rendus difficiles, mais c'est plutôt du côté de l'identification aux patients. Et pas. Alors, il propose l'idée aussi, évidemment, tu l'imagines, que les groupes d'analyse de pratique peuvent être des lieux dans lesquels on peut travailler sur ces questions d'identification aux patients. Et je me disais, est-ce qu'on... Alors peut-être là, ça peut se formuler sous forme de question. Est-ce que, du coup, en travaillant sur les enjeux d'identification, des identifications dans le groupe d'analyse de pratique, est-ce qu'on ne travaille pas aussi peut-être d'une certaine manière autour de ces questions? Enfin, je te livre une question que je me pose en parlant, là, voilà. Donc voilà, sur laquelle on pourrait peut-être être... ça me semblerait intéressant de travailler. Enfin, je trouve ça en tout cas très intéressant, ces questions autour de l'identification dans les groupes. Il mériterait d'être élaboré, d'être travaillé, en n'ayant pas l'illusion qu'on travaille tout dans un groupe. Alors,
il y a aussi le point que vous connaissez bien mieux que moi en thérapie institutionnelle ou en pédagogie institutionnelle, que finalement l'APP, moi j'ai remarqué, c'était davantage nourri quand il y avait plusieurs institutions qui étaient autour, quoi, hein, qu'il y avait un collectif d'institutions. Moi j'ai vu ça dans des institutions médico-sociales où on se différenciait justement d'autres lieux de décision, par exemple, comme les synthèses, ou de synthèse, où on réfléchissait. Donc là, c'était nourri. Mais il peut arriver, je crois qu'il y a des textes là-dessus aussi, que les et pratiques servent de bouche-trou institutionnel, parce qu'avec un directeur complètement à côté de la plaque, mais qui a mis ça parce qu'il fallait en mettre, et puis comme ça, il a la pêche, caricature, à peine. Hein, voilà, t'es d'accord. Donc effectivement, ça mérite d'être interrogé sur ce sur quoi porte le lien social, institution et APP, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Merci. Oui. Bonjour. Je crois que je n'ai pas bien compris votre définition de l'introjection. Ah, oui. Bon, je suis allé très vite, vous avez raison. Et... Si vous avez 24 heures devant vous encore... Un dictionnaire de psychanalyse, Ferenczi qui est l'initié, et voilà, c'est pour faire vite, mais la personne dite névrosée mettrait en soi des morceaux de la réalité extérieure, hein, se créerait un monde, quoi. L'incorporation, c'est plus basique, c'est plus proche de l'enfant, du bébé, du corps. Voilà, on introjecte dans des parties. Allez voir les dictionnaires de psychanalyse. Merci.